On remercie Chantal et Olivier Morat qui doit être connecté maintenant à distance. Et Oui, il l'est. d'accord, super. Voilà. Et je les remercie parce qu'ils étaient hier très fort occupés avec la restitution de la prospective Europe sans pesticides à horizon 2050. Et voilà, ils ont accepté notre invitation de nous rendre compte et de venir faire le lien, n'est-ce pas, entre cette prospective et puis nos travaux Métabio sur le changement d'échelle de l'agriculture biologique. Bonjour à tous. Et je suis d'abord, je m'excuse de ne pas être parmi vous aujourd'hui. On avait la présentation de ce travail hier. Et enfin, c'était un petit peu trop d'aller ce matin jusqu'à Saint-Malo, même si j'aurais beaucoup aimé être parmi vous. Voilà. Et donc, on va faire cette présentation à deux voix avec Chantal sur la prospective agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050. Donc moi, je vais commencer, puis Chantal fera la deuxième partie de la présentation. Ah oui, je voulais dire qu'il y a beaucoup d'animations, donc peut-être je vous demanderai je ne sais pas comment on va s'organiser, mais je vous demanderai de passer à la slide suivante. Ça va être un petit peu... il y a beaucoup d'animations, voilà, je voulais vous prévenir. Donc pourquoi on a mené cette prospective sur une agriculture sans pesticides chimiques en 2050? Qu'est-ce qui a motivé ce travail? C'est d'abord deux nécessités qui sont liées au fait de réduire l'impact des pesticides chimiques utilisés par l'agriculture. Alors, ici, on parle de l'agriculture conventionnelle sur la biodiversité, l'environnement et la santé humaine. Par exemple, on a en gros un chiffre qui dit qu'on a à peu près 20% de la masse des insectes qui disparaissent tous les 10 ans par décennie. Et en termes de santé humaine, on a des impacts avérés maintenant, notamment via la dernière étude de l'INSERM sur les professionnels qui utilisent les pesticides, les femmes enceintes et les riverains, avec des maladies assez diverses qui vont de cancer, de lymphome, des maladies respiratoires, de troubles cognitifs, et dont les liens sont maintenant avérés avec l'usage des pesticides. Dans ce cadre-là, il y a des politiques européennes qui sont mises en place depuis assez longtemps en Europe, et puis des politiques nouvelles qui sont mises en place dans le cadre du Pacte vert avec des objectifs précis de réduction de l'usage des pesticides chimiques par l'agriculture, dont la stratégie Farm to Fork, qui vise une réduction de 50% de l'utilisation de pesticides chimiques en 2030. Donc notre horizon, là, 2050, de sortie complète des pesticides chimiques, s'inscrit finalement dans cette perspective qui est déjà tracée par cette politique européenne. Après, l'idée de ce travail, il naît aussi d'un constat, du constat du fait que les politiques européennes qui visaient une réduction, donc des innovations incrémentales pour réduire l'usage des pesticides, ont eu jusque-là des effets limités, voire très faibles, puisqu'au niveau européen, on a une stabilité des volumes de substances actives qui sont utilisées en gros sur les 10 dernières années ou les 15 dernières années. Et donc, ça justifie un changement d'approche. Alors, un changement d'approche à la fois dans la manière de penser une transition, mais aussi pour la recherche en termes d'anticipation de nouvelles directions de recherche et d'explorer la possibilité d'une agriculture sans pesticides chimiques en 2050 et à l'échelle européenne par une démarche de prospective. Alors, c'est un travail qui est intégré à l'animation du programme prioritaire de recherche cultivée, protégée autrement. Et certains acteurs font aussi partie de l'Alliance européenne de recherche Toward Chemical Pesticide Free Agriculture. Alors, le terme pesticide chimique qu'on utilise, c'est important de le préciser, il regroupe à la fois les pesticides de synthèse et les pesticides minéraux d'origine minérale qui ont un impact significatif sur l'environnement et la santé humaine. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la méthode qu'on a adoptée, je vais la décrire très rapidement. Peut-être on peut passer un petit peu plus vite sur les phases. Il y a une première phase qui consiste à regarder, à faire une analyse rétrospective à l'aide de différents groupes d'experts, dont un groupe d'experts européens sur différents éléments, les chaînes de valeur, les structures d'exploitation, les systèmes de culture, l'agroéquipement et les technologies numériques. On a mis en place toute une démarche classique de construction de scénarios basée sur ce tableau qui est au centre. Ensuite, on a fait ce travail de backcasting, c'est-à-dire on est reparti des images du futur qu'on avait construites et on a essayé de regarder et de trouver un cheminement qui permette d'y arriver.
Et puis, parallèlement, il y a eu tout un travail de quantification, de simulation des scénarios. Alors, du coup, on a 3 résultats de cette prospective, les 3 scénarios et leur trajectoire de transition, des impacts quantifiés des scénarios, donc sur la production, les terres, le commerce, des émissions de gaz à effet de serre, et puis également 4 études de cas qu'on a menées dans 4 régions européennes. On pourra y revenir par la suite dans les questions, je pense. Alors, d'abord, un focus sur quelle stratégie de protection des cultures sans pesticides chimiques en 2050. Donc, on a les bioagresseurs au centre, les différents modes d'action, parmi lesquels on a la lutte chimique. Donc, on voit qu'on a les modes d'action qui sont préventifs en prophylaxie et d'autres curatifs en lutte. L'épidémiosurveillance, aujourd'hui, elle sert à activer la lutte chimique ou le biocontrôle. Et donc, quand on supprime, c'est le clic suivant, s'il vous plaît, quand on supprime la lutte chimique, on a ce qu'on voit d'abord, c'est qu'on ne peut pas substituer terme à terme un produit chimique par un mode d'action. Il faut réfléchir forcément à une complémentarité. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que ces modes d'action, ils impliquent des éléments cruciaux du système de culture. Donc, il y a une vraie nécessité de reconcevoir le système de culture. Et ensuite, il y a une nécessité de basculer d'une stratégie de lutte qui s'appuie vraiment sur les produits chimiques, les pesticides chimiques, vers une stratégie de prophylaxie qui résonne de manière beaucoup plus préventive les bioagresseurs. Et pour cela, il faut se doter d'outils de surveillance des bioagresseurs et de l'environnement qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Et ces modes d'action, ils passent par le renforcement des régulations biologiques à l'échelle du sol et du paysage, qui mobilisent les principes de l'agroécologie dont il vient d'être question, dont la diversification temporelle et spatiale des cultures. Alors, les stratégies de protection des cultures sans pesticides chimiques en 2050, donc les hypothèses qu'on a construites. Donc, on a replacé cette interaction entre les plantes et les bioagresseurs. D'abord, on a élargi, on a regardé l'interaction entre la plante et le bioagresseur, pas seulement le bioagresseur. Et ensuite, on a replacé cette interaction à l'intérieur des 2 compartiments qui apparaissaient précédemment, le sol et le paysage, et des régulations tierces qui apparaissent via des interactions entre espèces au sein du paysage, les réseaux trophiques, et également via les interactions avec les micro-organismes et du sol et les réseaux trophiques supérieurs. Alors, ça nous a permis de définir 3 hypothèses. Une hypothèse immunité, donc qui travaille vraiment sur l'interaction plante-bioagresseur en essayant de renforcer le soi de la plante et la résistance de la plante aux bioagresseurs. Une hypothèse holobionte qui travaille sur les interactions de la plante et des cortèges microbiens associés. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'holobionte, c'est l'individu qui est formé par ces deux objets. Et une 3e hypothèse qui est plus classique, qui replace ces interactions entre la plante et le bioagresseur à l'intérieur du paysage pour essayer de renforcer les régulations biologiques. Et donc, ça nous a permis de définir 3 stratégies de protection des cultures, en gros, qui sont en rupture en 2050 par rapport à la situation actuelle. Une stratégie qui consiste à renforcer les défenses des plantes immunitaires. Peut-être qu'on peut passer au clic suivant, en mobilisant des stimulateurs de défense des plantes, des biostimulants à travers de la sélection, en jouant sur des plantes de service et sur la succession des cultures. Une 2e hypothèse qui consiste à gérer l'holobionte des plantes cultivées en renforçant les interactions entre plantes hôtes et micro-organismes, en développant la biodiversité microbienne pour renforcer l'adaptabilité de l'holobionte et les fonctions du microbiome du sol, notamment avec des pratiques spécifiques, avec un choix des cultures, avec des inoculations de micro-organismes, avec une sélection adaptée pour renforcer ces interactions avec les micro-organismes des plantes. Et une 3e hypothèse qui consiste à concevoir des paysages complexes et diversifiés, adaptés aux contextes locaux à leur évolution, en renforçant les régulations biologiques dans le temps et l'espace par des paysages complexes avec un minimum de 20% d'habitats semi-naturels, par une mosaïque de cultures, par une diversification végétale et une sélection aussi végétale qui est adaptée, par exemple, à l'association des plantes, à l'association des cultures au sein d'une même parcelle. Slide suivante. Alors, on a différentes dimensions à notre système que je ne vais pas décrire en détail. Donc, on voit là, en bas les systèmes de culture, donc les 3 hypothèses. On verra que dans les scénarios, ces 3 stratégies sont menées. On a fait un travail similaire sur l'évolution des chaînes de valeur parce que c'est via les chaînes de valeur que ces produits vont être à la fois reconnus par les consommateurs et commercialisés. Et puis, il y a aussi un enjeu sur les biocides au sein de chaînes de valeur qui est important.
Et puis également les structures d'exploitation, puisque finalement, c'est ces structures-là qui vont mettre en œuvre ces systèmes de culture, et on sait qu'elles ont des évolutions assez différentes, qui ont été aussi évoquées à l'instant, suivant qu'elles vont poursuivre une spécialisation avec besoin de capitaux importants, ou alors qu'elles vont aller plus vers des systèmes diversifiés d'exploitation agricole. Et le dernier point, qui est le clic suivant, pardon, c'est les agroéquipements et les technologies numériques qui vont jouer un rôle dans toutes les hypothèses, dans tous les scénarios, mais qui, en fait, permettent de réfléchir peut-être aussi un peu différemment le rôle de l'agriculteur et les compétences propres de l'agriculteur, soit une délégation complète des décisions à des robots autonomes qui agiraient sur chaque plante, soit aller vers, à l'autre extrémité, des équipements modulaires s'adaptant à la spécificité des pratiques des agriculteurs. Et donc, à partir de ce tableau morphologique, on a construit 3 scénarios en combinant les hypothèses de manière plausible, cohérente entre elles, et de manière à avoir 3 scénarios bien contrastés. Donc, on a fait ça avec le groupe d'experts européens qu'on avait. Et donc, je vais vous présenter maintenant rapidement les trois scénarios. Donc, le premier scénario, peut-être on peut passer directement à la slide suivante. C'est une transition, c'est des chaînes alimentaires mondiales européennes qui sont basées sur les technologies numériques et l'immunité des plantes pour un marché alimentaire sans pesticides chimiques. Donc, l'idée là, c'est qu'on a des chaînes de valeur globales qui produiraient des produits issus d'une agriculture sans pesticides via des standards internationaux, mais aussi des certifications privées qui seraient mis en œuvre. Et on aurait, par rapport à ces évolutions des chaînes de valeur, on aurait une spécialisation des structures d'exploitation, un investissement, un agrandissement des structures, parce qu'il y a un besoin finalement dans ce scénario de fort investissement dans des technologies de surveillance, mais aussi dans de la robotisation, avec des actions qui seraient centrées sur chaque plante, où on mesurait l'état de santé, où il y aurait de l'intelligence artificielle, et il y aurait des processus de décision algorithmique automatique qui permettraient d'agir et de renforcer l'immunité des plantes en faisant appel à des produits de biocontrôle et des stimulateurs de défense des plantes. Alors, le deuxième scénario, excusez-moi, peut-être revenir à la slide suivante, juste pour dire que ce scénario, on l'a illustré par la production de blé dur en Toscane en 2050, et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc, pardon, oui, slide suivante. Donc, le deuxième scénario des chaînes de valeur européennes basées sur les holobiontes des plantes, les microbiomes du sol, des aliments pour des aliments sains et des régimes sains. Donc là, ce qui stimule l'évolution vers ce scénario, c'est une demande de produits sains de la part des consommateurs. Et les chaînes de valeur européennes sans pesticides chimiques cherchent à répondre à cette demande. Et puis aussi, il y a un souci d'aller plus globalement vers des régimes sains, qui est aussi soutenu par des politiques publiques. Donc, le moyen finalement de cette transformation qui se passe aussi de biocides dans la transformation des produits alimentaires, c'est le suivi des microbiomes, le microbiome du sol, le microbiome de la plante, le microbiome des produits stockés, les microbiomes des produits transformés et finaux. Et donc, ça passe par rapport à la protection des cultures par des pratiques culturales, des choix des cultures, une gestion des résidus, des amendements organiques ou des inoculations de bioagresseurs qui permettent de renforcer les interactions entre la plante hôte et les micro-organismes. Ça passe aussi au niveau des structures agricoles par une diversification des cultures pour répondre aux objectifs des régimes sains, c'est-à-dire on va produire plus de légumineuses et plus de fruits et légumes, par exemple. Et donc, on a illustré ce scénario par la production maraîchère en Roumanie du Sud-Est. Slide suivante, pardon. Et donc, slide suivante encore. Donc, le dernier scénario, des paysages complexes et diversifiés, des chaînes de valeur régionales pour un système alimentaire européen, une seule santé. Et donc là, dans ce scénario, l'idée d'une évolution vers le sans pesticides, vers une agriculture sans pesticides, passe par le fait de produire des aliments qui protègent à la fois la santé humaine et l'environnement, et donc la biodiversité, et donc par une forme aussi de relocalisation et de reterritorialisation des chaînes de valeur, et dans le cadre d'une transition de l'Union européenne vers un concept d'une seule santé. L'élément structurant dans le scénario, c'est une forte coordination territoriale pour renforcer les régulations biologiques
et relocaliser les chaînes de valeur, donc avec à minima 20% d'habitats semi-naturels dans les paysages, avec une adaptation de la mosaïque des cultures pour faire face aux différents bioagresseurs qui sont susceptibles de se manifester, et une anticipation via la diversification temporelle des cultures qui s'appuie aussi sur un suivi de l'environnement et une connaissance meilleure des cycles des bioagresseurs, donc une possibilité de les anticiper. Et là, on a un équipement agricole qui est modulaire, qui s'adapte aux pratiques culturelles des agriculteurs et aux contextes locaux. Donc, chaque agriculteur construit un peu l'équipement qui lui convient. Et donc, on a appliqué on a illustré ce scénario par un travail sur la transition vers le sans pesticides dans deux régions, sur deux secteurs, la production viticole en Bergerac-Duras en 2050 et la production de céréales et d'oléagineux dans le sud de la Finlande en 2050. Alors maintenant, si on regarde comment les scénarios, finalement, ils éclairent de manière un peu transversale les évolutions possibles des systèmes de culture vers une agriculture chimique, en fait, on voit slide suivante, pardon, on voit deux pôles. On a finalement dans le premier scénario des systèmes qui vont continuer, qui vont s'appuyer sur des, comme on l'a vu, sur des technologies, mais aussi sur des intrants exogènes. Et donc, on a des systèmes assez dépendants d'intrants exogènes et avec assez peu finalement de services écosystémiques et de diversification temporelle et spatiale, peut-être juste des plantes de services. Et dans le troisième scénario, à l'inverse, on aura un scénario où on va utiliser beaucoup moins d'intrants exogènes et on va s'appuyer sur les services écosystémiques et sur la diversification temporelle et spatiale. Dans tous les scénarios, il faut réduire la fertilisation minérale et l'irrigation pour réduire la pression des bioagresseurs. Ça, on n'y échappe pas. Et on peut passer à la slide suivante. Et donc, ça sera ma dernière slide pour cette partie de la présentation. Donc, c'est une slide qui vise à montrer comment on peut accompagner la transition vers une agriculture européenne sans pesticides chimiques, et donc en montrant les éléments de ce que pourrait être une trajectoire robuste de transition, et donc qui intègre à la fois les politiques publiques, les évolutions de la chaîne de valeur et aussi les systèmes de connaissances et d'innovation en agriculture. Alors, ce qu'on voit, c'est que cette transition-là, elle nécessite des mesures fortes et coordonnées qui passent notamment par l'engagement des consommateurs, des citoyens, des habitants, notamment par leurs demandes vis-à-vis des produits alimentaires, mais aussi en fin de trajectoire par les changements de pratiques alimentaires. Une articulation des politiques publiques qui est très importante, par exemple articuler des politiques de régulation de l'usage des pesticides avec une interdiction progressive des pesticides, des politiques de soutien à la transition qui nécessiteraient une refonte de la PAC et aussi des politiques alimentaires. Des accords commerciaux internationaux qui sont nécessaires pour développer un marché européen sans pesticides, puisque dans ce scénario, on a un marché européen sans aucun pesticide chimique. Des certifications et des standards qui peuvent être édictés sur les productions, sur les modes de production, et des labels pour les agricultures sans pesticides chimiques. Un partage du risque il faut réfléchir à la manière dont le risque pourrait être partagé au sein de la filière, éventuellement au sein des territoires, notamment dans la phase d'apprentissage ou de mise en œuvre de ces systèmes techniques, et puis des systèmes de connaissances et d'innovation, comme des Living Labs, par exemple, pour co-concevoir des systèmes agricoles sans pesticides chimiques. Donc, je laisse la parole à Chantal. Chantal, pardon. Je vois un message clé, c'est cette slide, je me suis trompé. Très bien. Ben, merci, Olivier, puisque c'était… C'est très rapide, je suis désolé, mais Oui, mais je pense qu'on a tous c'est ce qu'il faut. bien suivi. Et là, je vais retrouver, ça s'appelle compilation. Elle m'a dit de ne pas m'effrayer. Ah, moi, je vais le faire. Alors, attendez. Et tu vas… Normalement, excusez-moi, j'ai un bug. Il faut que je fasse quoi? Et je vais peut-être supprimer ça. Compilation, elle est là. C'est celle-là. Hein? C'est la tienne, ça? C'est celle d'Olivier à nouveau que je projette là? je ne sais pas comment elle s'appelle. Je crois que c'est la mienne, ça là.
Oui, en fait, si vous avez, j'ai dû confondre. C'est pas la tienne, non, voilà. Excusez-moi. Alors, liberty. Oui, il y a la même photo, mais j'ai dû passer. Ah oui. Oui, c'est bon. Tu peux descendre avant que je comprenne. Oui. Là, il y a moins 50, là, il y a 20 comment ça. Vas-y, tu peux y aller. Hein. Oui, je connais les dias C'est peut-être là. Hop. Voilà. Le suspense est à son comble pour Ouais. avoir les résultats des scénarios. Ah, vous faites ça bien. Voilà. Ça marche comme ça, là? Oui. Parler dans le micro. Bon, alors, une fois que ces scénarios, ils ont été construits avec, donc, du coup, un certain nombre d'experts quand même, j'ai eu la lourde tâche avec mes 2 collègues qui sont nommés ici et également toute l'équipe, d'essayer de quantifier les impacts de ces scénarios, c'est-à-dire voilà, essayer de voir ce que ça pouvait faire sur la production, les échanges, l'utilisation des terres, les émissions de gaz à effet de serre en 2050. Pour faire ces simulations, il faut avoir un outil de simulation, mais je ne vais pas vous le présenter parce que je n'ai pas le temps. Donc, en fait, on a utilisé ce qu'on appelle un modèle de bilan de biomasse. Ça veut dire, grosso modo, que c'est quelque chose qui va égaliser des quantités utilisées et des quantités produites et qu'il n'y aura pas de prix. Donc, tout le débat sur les prix tout à l'heure, on ne pourra pas avoir d'éléments de réponse là-dessus. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Voilà. Pour simuler un scénario, donc une fois que vous avez un modèle, il faut faire des hypothèses sur quelles pourraient être les valeurs quantitatives des variables d'entrée et des paramètres d'entrée du modèle en 2050. Donc, vous voyez la liste des variables et des paramètres qu'on devait calibrer, comme on dit. Et en fait, je vais pas vous présenter tout ça parce que c'est un petit peu trop aussi long. Et donc, je vais me focaliser sur 2 variables qui me semblent super importantes et bien illustrer les différences entre nos scénarios. C'est les régimes alimentaires et les rendements des cultures. Et pareil, pour les rendements des cultures, je pourrais pas vous présenter tout ce qui a été fait, ce qui est un peu dommage, mais on pourra y revenir pendant la discussion. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait comme hypothèse sur les régimes alimentaires? Donc Olivier, quand il a décrit les scénarios tout à l'heure, il a dit que le scénario 1, c'était plutôt un scénario où voilà, on veut des produits sans pesticides chimiques, mais on ne change pas vraiment les régimes alimentaires. Donc on a pris un régime tendanciel. Donc les régimes alimentaires continuent à évoluer comme ils évoluent actuellement. Dans le deuxième scénario, en fait, ce qui compte, c'est que les consommateurs, ils veulent des produits sains pour des régimes sains. Donc, on s'est dit, ça correspond bien à un régime sain. Et donc, on a pris un régime sain. Et puis, dans le troisième, en fait, c'est plus, là, on cherche des régimes sains et bons pour l'environnement. Voilà. Et donc, on a cherché dans la littérature qu'il y avait déjà ce genre de régime qui avait été proposé. Et donc, dans la deuxième ligne du tableau, là, vous voyez en fait les régimes qu'on a choisis, dont le dernier, qui est le flexitarien de la Eat Lancet Commission, qui est beaucoup utilisé en fait dans beaucoup d'études et en particulier dans les travaux de quantification des scénarios du GIEC, enfin dans les travaux du GIEC. Ça donne ça à peu près pour le régime alimentaire moyen européen en 2050. La première barre, c'est 2010. Et les 3 autres barres, c'est dans les différents scénarios. Et ce qui change beaucoup, dans le premier scénario, ça ne change pas beaucoup puisque c'est tendanciel, donc ça augmente un tout petit peu en contenu en énergie et en contenu en produits animaux. Dans le deuxième, en fait, ça baisse pas mal en kilocalories par personne et par jour, et il est beaucoup plus diversifié, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de légumineuses et de fruits et légumes, donc c'est ce qui est en vert et en jaune, et il va y avoir moins de produits animaux, moins de sucre et d'huile végétale, c'est-à-dire les principales bases pour faire ce qu'on appelle des produits transformés ou ultra transformés qu'on va essayer de bannir dans un régime sain. Et enfin, le troisième, en fait, la grande différence, ça va être qu'il va remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Donc, il est très pauvre en produits animaux et très riche en légumineuses. Et donc là, on va voir le débat, puisque vous allez voir sur les résultats que plus d'animaux, plus de prairies. Voilà, grosso modo. Hein.
J'exagère un peu. Les rendements des cultures, je ne vais pas vous présenter ça, même si c'est quand même, je pense, très bien. Mais bon, je n'ai pas le temps. Et je vais juste vous présenter les hypothèses qu'on a faites pour des rendements à 2050 de systèmes sans pesticides. Ça vaut ce que ça vaut, sachant que, et ça peut se discuter, sachant qu'il n'y a pas de référence en fait. On ne connaît pas bien ce que sont des rendements sans pesticides, sauf les rendements de l'agriculture biologique. Donc en fait, on s'est un petit peu appuyé là-dessus. Pour comprendre les hypothèses qu'on a faites, il faut partir d'un point de référence qui est un point en 2050. Et donc notre point de référence, c'est qu'auraient été les rendements en 2050 si on n'avait pas changé nos systèmes alimentaires et en particulier nos systèmes de culture. Et donc ça, on a pris une hypothèse qui était proposée dans l'étude Agriculture européenne 2050, une étude de INRAE qui a été en fait présentée en 2020. Et on a pris l'hypothèse de rendement plutôt bas, c'est-à-dire des rendements avec un certain progrès technique, mais qui est ralenti par rapport à ce qu'on a vu précédemment, et avec un impact du changement climatique négatif assez important. Et à partir de là, en fait, on a calibré une limite basse et une limite haute pour nos rendements pour montrer l'incertitude qu'il y a et les débats qu'il y a autour de ça. La limite basse, on s'est basé sur les écarts entre rendement bio et rendement conventionnel qu'on peut trouver dans la littérature. Et comme en fait les rendements bio et les écarts de rendement, ce qui se dit dans la littérature, c'est beaucoup plus lié à la contrainte de l'azote que à la contrainte des pesticides chimiques, et que quand on prend des sous-échantillons avec les meilleures pratiques de fertilisation chez les bio, finalement cet écart de rendement il est divisé par 2. C'est ce qu'on trouve un petit peu dans la littérature. Et donc, en fait, on a pris donc les rendements bas de 2050, de AE 2050, et on a enlevé la moitié des écarts de rendement entre bio et conventionnel. Et pour la limite haute, en fait, on s'est basé sur ce que dit la littérature, sur la réponse des rendements à la diversification. Et là, c'est dans tout type de système. Et en fait, on voit grosso modo que c'est entre plus 10% et plus 35% selon les pratiques, le 35% étant pour l'agroforesterie. Et donc, en fait, nous, on a fixé à 20% et en fait, on a une limite basse plus un certain pourcentage de cette réponse et on a considéré que le S3, il était plus diversifié que le S2 et plus diversifié que le S1. Et donc, on a pris 50% de la réponse dans le S1, 75% de la réponse dans le S2 et 100% de la réponse dans le S3. Voilà, vous avez en dessous les sources d'où ça vient. Et je vous montre juste ce qu'a donne pour le rendement moyen du blé en 2050. Vous avez ici les données FAO-Stat entre 61 et 2021, c'est les rendements en tonnes par hectare pour la moyenne européenne. Et en 2021, par exemple, on est à presque 70, enfin presque 6 tonnes à l'hectare, pas tout à fait, un peu plus de 5,5. Et donc, si on projette, selon l'étude AE 2050, on prolonge la tendance. Et vous voyez bien que la tendance, elle se ralentit sur les dernières années. À partir de 2000, en fait, ça augmente beaucoup moins que ce que ça n'augmentait dans les décennies précédentes. Et donc, en poursuivant cette tendance, on arrive au carré noir, qui est à un petit peu plus de 6 tonnes à l'hectare. Et si on applique notre limite basse, on a le carré rouge, et qui est bien une rupture de tendance, donc qui est plus faible que ça aurait été en 2050 si on n'avait pas changé les systèmes alimentaires. Et pour notre limite haute, on fait un zoom parce que sinon, on ne voit rien du tout. Ça va tomber entre le carré noir et le carré rouge. Et donc, en fait, notre limite haute, elle va nous donner ce type de rendement en 2050. Donc, un petit peu plus bas pour le jaune et pour le scénario 1 et un petit peu plus haut pour le scénario 3. Ayant ces choses en tête, maintenant, on a regroupé les résultats. C'est pareil, c'est hyper synthétique en 2 questions. Les scénarios d'agriculture sans pesticides chimiques sont-ils compatibles avec la souveraineté alimentaire de l'Europe? C'est ce qu'on se pose ainsi aussi pour l'agriculture biologique qui serait développée à grande échelle. On trouve des effets contrastés sur la production agricole, mais pas si importants que ce qu'on peut voir dans les scénarios d'expansion d'agriculture biologique, puisqu'en fait, les rendements bas qu'on a pris sont quand même plus optimistes que dans ces études. Et donc, nous, on trouve entre moins 5 et plus 12% si on compte en calories, puisqu'en fait, on a tout agrégé en calories pour ne pas avoir à présenter produit par produit, selon les scénarios et l'hypothèse retenue sur les rendements.
La structure de la production, elle varie évidemment et il faut vous rappeler les régimes alimentaires qu'il y a derrière chacun de ces scénarios. Et en fait, c'est à peu près la même structure de production et elle se déforme comme les régimes alimentaires. Et puis, en fait, dans 2 des scénarios, on a quand même des régimes alimentaires beaucoup moins riches en produits animaux. Et donc, l'élevage européen diminue notablement sa production et aussi la production d'ingrédients pour l'alimentation animale et aussi le recours à l'herbe des prairies permanentes. Et en fait, la surface en prairies permanentes, elle diminue fortement chez nous en Europe dans ces 2 scénarios, avec moins 28% dans le scénario 2 par rapport à 2010 et moins 51% dans le scénario 3 par rapport à 2010, ce qui est beaucoup. Alors, on a 2 scénarios qui ont un impact positif sur la balance commerciale agricole en calories. Là, ça vous présente en fait les usages domestiques à gauche et les productions et importations nettes à droite. Les 2 barres sont égales tout le temps. Vous avez dans les usages l'alimentation animale, l'alimentation humaine et les autres usages. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2010, on produit il y a plus de calories qui vont à l'alimentation animale qu'à l'alimentation humaine. Et du côté de la production, en fait, on ne produit pas suffisamment, donc on est obligé, on importe plus qu'on exporte en termes de calories, donc on est importateur net. Donc le rouge, c'est import moins export. Quand c'est dans le côté positif, ça veut dire qu'on importe plus que ce qu'on exporte. Dans le scénario 1, il se passe peu de choses. Il y a juste une diminution de la production, puisqu'en fait, on a fait une hypothèse que la surface cultivée ne peut pas s'étendre en Europe. Donc ça, c'est une hypothèse, on pourra y revenir aussi. Mais donc, du coup, comme on est en limite basse pour les rendements là, on produit un petit peu moins et donc on importe un petit peu plus. Donc la balance commerciale en calories se dégrade. Ce qui n'est pas le cas dans les 2 autres scénarios, et juste parce que les usages diminuent en fait. Et donc la production, elle peut se maintenir puisqu'on a les mêmes hypothèses de rendement et les mêmes superficies cultivées, sauf dans le scénario S3, où il y a un peu plus qui va en habitat semi-naturel. Mais vous voyez qu'on diminue quand même beaucoup les calories qui vont à l'alimentation animale, surtout. Et donc, ça nous permet en fait de devenir autosuffisant dans le scénario 2 et exportateur net dans le scénario 3. Donc, quand on dit faire de l'agriculture biologique partout, c'est un petit peu gréver la souveraineté alimentaire de l'Europe, ben, ça dépend comment se transforment les régimes alimentaires en fait et comment se transforment les usages. Alors, comment les scénarios peuvent contribuer au pacte vert? Donc, tous les scénarios, ils améliorent le bilan européen des émissions de gaz à effet de serre, sauf un seul. En fait, même quand on prend les rendements en limite haute, et ici, on a ce qui se passe quand on a les rendements en limite basse, et vous voyez qu'on a une diminution des émissions de gaz à effet de serre agricole de moins 8% avec le scénario 1, moins 20 avec le scénario 2 et moins 37 avec le scénario 3. Et là, je ne vous étonnerai pas en vous disant que c'est beaucoup lié à la diminution des émissions de gaz à effet de serre de l'élevage. Et ensuite, le changement d'usage des terres va aussi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque là, on a des réductions négatives dans nos 3 scénarios, y compris dans ceux où là aussi, c'est les limites basses, mais dans les limites hautes également. Et en fait, si on fait l'hypothèse que nos prairies permanentes libérées, elles sont transformées en forêt, c'est une hypothèse forte, mais bon, on augmente beaucoup ces émissions négatives. Et en fait, si on rapporte sur le même schéma les émissions de gaz à effet de serre agricoles qu'on avait tout à l'heure sur le schéma précédent, mais en négatif, on voit qu'on est encore loin de compenser les émissions agricoles avec les 2 premiers scénarios, mais qu'on y arrive avec le dernier. Voilà, c'est à peu près tout. Et on est ouvert aux questions, bien sûr. Peut-être, Chantal, on peut dire un mot des messages clés, hein, Oui. quand même, parce que si on ne présente pas les messages clés, c'est un peu difficile à… Oui, mais sinon, on n'aura pas de questions. Ok, d'accord. Bon, On peut peut-être les afficher? bah au moins. Oui, bonjour, donc Kevin Morel. J'ai une première question de compréhension juste, c'est dans le régime alimentaire 3, pourquoi il y a moins de fruits et légumes? Enfin, intuitivement, on pourrait penser que le meilleur régime, il n'y aurait plus de fruits et légumes, donc c'est juste pour comprendre ça. Et l'autre, c'était par rapport à la première intervention et aussi par rapport à ce que disait M. Le Foll tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le scénario 3, on voit bien qu'on se base sur des services écosystémiques plutôt que sur des intrants. Et donc voilà, donc on voit bien que dans le scénario 1, il y a des produits de biocontrôle, il y a des équipements, etc. Donc derrière, il y a tous les acteurs de l'agro-industrie. Et clairement, le scénario 3 n'est pas très intéressant pour eux. Or, c'est quand même eux qui font beaucoup ce qui se passe. Donc, comment on gère ça, quoi?
Bien, bien. Vas-y. Je vais répondre sur le régime 3. Donc, le régime du scénario numéro 3, je vous invite quand même à aller le voir, à aller voir ce qu'a fait la Heat Lancet Commission, parce qu'en fait, c'est quelque chose, c'est des régimes qui sont passés dans les messages courants maintenant. Et en fait, c'est des régimes qui, bon, à mon avis, posent quand même un certain nombre de problèmes. Et en particulier, ils sont très, très pauvres en produits animaux et très, très riches en noisettes et enfin, voilà, en graines. Et donc, en fait, où on va produire ces noix et ces noisettes, comment elles sont produites, en ce moment, en tout cas, ça ne réglera pas un certain nombre de problèmes sur le plan environnemental. Pourquoi il est moins riche en fruits et légumes? Ce sont des régimes qui ont été faits par des nutritionnistes. Donc, en fait, ils sont équilibrés sur le plan nutritionnel. En revanche, ils ont été repris derrière en calculant leurs effets environnementaux. Et donc, on a calculé, en fait, leurs effets en termes d'azote qui reste dans l'environnement, de pesticides qui restent dans l'environnement et essentiellement d'émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, grosso modo, ces régimes-là, ils représentent beaucoup le fait qu'on veut réduire en même temps les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça qu'on met tout sur les produits animaux et tout sur les légumineuses pour les protéines végétales, et que les fruits et légumes, qui sont quand même pas, qui produisent pas beaucoup de calories quand même dans un régime pour équilibrer un régime, et ben du coup, ils sont un peu moins considérés dans ce régime-là, en fait. Donc, la deuxième question. C'est plutôt pour Olivier, la deuxième, je pense. Oui, ben je peux dire un mot. Donc, que deviennent ces firmes, effectivement. Donc, hier, on l'a vu au colloque avec BASF, qui était présent. Donc, leur première question, par exemple, c'est qu'ils ont aujourd'hui des molécules chimiques. Et donc, au fond, ces firmes, elles visent à continuer à vendre ces molécules chimiques tant que c'est possible, et préparer la suite qu'elles voient de deux manières: développer des produits de biocontrôle, comme ça a été dit, et puis développer aussi des semences résistantes. Et par rapport au scénario 3, mais aussi par rapport à l'ensemble des scénarios, je pense qu'il y a aussi peut-être un basculement à réfléchir pour ces firmes d'un rôle de fournisseur d'intrants en fournisseur de services, notamment parce qu'il y a un enjeu fort de suivi des environnements, d'anticipation des bioagresseurs. Et là, il y a à la fois un besoin de connaissances et de services pour les agriculteurs dans les différents scénarios. Mais bon, de toute manière, ça implique une reconfiguration. En tout cas, le scénario 3 implique une reconfiguration importante, même pour les acteurs agro-industriels. Et ça voudrait dire notamment une espèce de relocalisation peut-être des industries. Alors, on voit des mouvements comme ça sur certaines filières. Voilà. Dans les niveaux de rendement, en fait, je n'ai pas bien compris comment vous designez les systèmes de culture, parce qu'en fait, à part en agriculture biologique, les rendements ils dépendent essentiellement des engrais chimiques. Là, vous avez fait l'hypothèse de les diminuer, de les minimiser. Je ne sais pas à combien vous restez. Et du coup, comment vous arrivez à quel rendement, enfin, dans les systèmes que vous proposez? Bon, moi, je vous ai dit, nous, on travaille sur ce qui existe dans la littérature et en fait, on n'a pas fait d'expérimentation. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai regardé un petit peu tout ce qui existe sur qu'est-ce qui se passe sur les rendements quand on enlève les pesticides, essentiellement. J'ai regardé ce qu'ils font, par exemple, à Epoisse pour voir ce que ça donne. J'ai regardé ce que fait Bernard, etc. J'ai regardé ce que faisaient les gens en agriculture biologique pour voir ce que ça donne comme rendement. Et je me suis un peu appuyée là-dessus pour calibrer mes rendements. Alors, sauf que nous, on est au niveau européen. Vous voyez bien, on n'est pas au niveau français. Donc, il faut qu'on trouve une règle générale qui va pour tout le monde. Et donc, en fait, ce que j'ai pris, c'est ce qu'on trouve dans la littérature sur les écarts entre rendement conventionnel et rendement biologique.
dans nos systèmes de culture, en fait, on réduit un peu la fertilisation. Mais pas beaucoup. Bah, le moins possible, on va dire. C'est là où il y a quand même une différence entre agriculture biologique et ce que nous, on a fait, en fait, puisqu'on est moins contraint par le problème d'azote, quoi, par la contrainte d'azote. En fait, on est beaucoup moins contraint. Après, c'est une très bonne question. C'est parce que nous, on n'a pas défini de combien on réduit la fertilisation. On dit simplement, si on veut que notre système sans pesticides il fonctionne, bon, voilà, on peut se baser sur tout ce qu'il a décrit Olivier, mais il faut à un moment qu'on raisonne la fertilisation, qu'on la diminue. Mais voilà, on ne sait pas combien. Et ça rejoint le problème de mes rendements quand il a fallu les calibrer. Je suis exactement sur le même problème. On n'est pas… voilà, donc on sait qu'il faut diminuer, on ne sait pas de combien. Et donc, nous, on a choisi un certain niveau de rendement qui correspond sans doute à un certain niveau de fertilisation et qu'on pourrait peut-être dire bah, c'est trop fort, il faudrait encore diminuer. Après, moi, je suis confiante que ça ne changera pas nos résultats, c'est-à-dire que si on diminue les utilisations, on a quand même pas mal de marge de manœuvre et de rendement pour couvrir nos besoins quand même. Oui, merci. J'ai retenu un message clé, mais je me dis que j'ai dû me tromper. Le message clé que j'ai retenu, c'est que la meilleure façon de se passer des pesticides, ce serait de supprimer l'élevage. Alors, est-ce que j'ai bien compris le message clé ou pas? Non, le message clé, il est sur la diapo, là. Il est au milieu. Il faut trouver un équilibre. Voilà, et c'est juste que ça veut dire que notre régime alimentaire du scénario 3, il est trop faible en produits animaux. Il ne permet pas de maintenir des prairies et que si on considère qu'un système sans pesticides, il ne peut pas marcher sans prairies, ben ça ne colle pas. Et là, ça renvoie, alors je vous renvoie le débat, les gens ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui pensent que le sans pesticides, ça peut marcher sans prairies. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas possible. Et il y a des gens qui pensent que si ce n'est pas possible, on peut continuer quand même à faire des prairies temporaires et utiliser ce qu'on récolte pour autre chose que les animaux. Voilà. Je vous livre tel que je… En fait, je ne suis pas agronome, je suis économiste. Hein, donc, je vous livre tel que j'ai compris les choses. C'est sans doute un peu caricatural, mais voilà. Moi, je vais me donner la parole une seconde, puis après, on va regarder dans le chat. Je me suis posé la question parce que ton message clé, c'est les consommateurs européens jouent un rôle considérable dans la transition. Et dans le débat que vous avez eu hier, est-ce qu'il y a eu des débats sur les politiques alimentaires? Enfin, comment on fait changer cette histoire? Parce que quand même, ton truc, c'est qu'il faut faire bouger des régimes. Et est-ce que vous avez avancé dans la prospective sur ce point-là? Ben non, on a toujours les mêmes questions en fait, hein, et qu'on n'est pas capable de répondre avec notre outil de simulation. Donc, c'est un peu frustrant. Vu qu'on n'a pas les prix, on ne peut pas dire si on fait ça, ben, ça va augmenter le prix de l'alimentation de temps et ça va poser des problèmes. On suppose bien que ça va augmenter le prix de l'alimentation. Après, quand on voit la diminution du nombre de kilocalories par personne et par jour dans les régimes, on se dit, bon, les gens vont manger moins. Donc déjà, ils vont gagner un petit peu. Parce que bon, ils paieront peut-être plus cher leurs produits, mais ils vont en acheter moins. Donc voilà. Et puis après, quand on va un peu plus loin et qu'on se dit il y a un problème parce qu'il y a des gens qui vont plus pouvoir acheter de l'alimentation de qualité. Pour moi, c'est pas un problème agricole, c'est pas un problème d'agriculture, c'est un problème de justice sociale. Et ça veut dire que les salaires sont pas assez élevés. Et voilà. Et je renverrai un petit peu à ça, ou qu'il n'y a pas assez de redistribution. Mais on ne va pas demander à l'agriculture de régler les problèmes de justice dans le monde, quoi. Donc, alors après, on peut dire, bon, ben, alors on va faire des chèques alimentation, on va aider les gens à acheter une bonne alimentation, c'est une possibilité. Mais voilà, c'est un choix. Il faut faire un choix de société, à mon avis. Et on a parlé un petit peu quand même de taxer des produits pas bons pour l'environnement et de subventionner des produits bons pour l'environnement ou la santé.
Et en fait, c'est surtout le scénario numéro 2, en fait, où on vous a pas présenté, mais peut-être que Olivier peut en dire un mot aussi, c'est que on a des trajectoires de transition avec des histoires de changement de politique qui pourraient accompagner. Et dans le deuxième scénario, qui est pour les régimes sains, on a ce qu'on appelle une politique holistique, qui serait une politique alimentaire qui intégrerait la politique agricole commune. Voilà. Françoise, dans le chat. Oui, je donne la parole à Véronique Bellon-Morel. Bonjour, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant. Mais en fait, pour moi, c'est un peu difficile. Et bon, l'importance de l'alimentation est centrale, hein. Je pense, comme tout, à chaque fois qu'on va vouloir changer de système de production aussi en agriculture. Mais pour moi, c'est vrai que c'est difficile de faire le lien entre les 3 scénarios et la question de 0 pesticide. Et si j'avais eu que les 3 scénarios sous les yeux, j'aurais pensé que c'était une prospective sur les modes alimentaires. Alors après, j'ai réfléchi parce que là, ça a été vite. Et en fait, il me semble que la clé, c'est la réduction du rendement qui doit être compensée par des calories qui allaient vers les animaux et qui vont aller vers l'alimentation humaine. Donc, est-ce que vous confirmez ça? Et la question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres scénarios? Enfin, je pense qu'il y a eu d'autres scénarios envisagés. Voilà, là, il y a ce poids en fait de la place des animaux qui est vraiment central. Et je pense qu'il y avait une hypothèse aussi de souveraineté alimentaire qui se discute par rapport à la justice sociale mondiale, hein, parce qu'un euro qu'on investit dans des pays à faible revenu, ça a beaucoup plus d'impact qu'un euro qu'on investit en France. Enfin bon, voilà. Je veux bien répondre. Ouais. Commencer par répondre. Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas réduire l'ensemble de l'exercice. C'est un exercice où il y a 3 types de résultats. Il y a des scénarios, une démarche de scénario où on a réfléchi sur la protection des cultures, la construction de scénarios. Il y a une démarche de quantification. Et ensuite, il y a une démarche qui n'a pas été présentée d'illustration par des trajectoires de transition et des études de cas européennes qu'on n'a pas discutées parce que de toute façon, on n'a pas le temps d'en parler, mais je peux en dire un mot. Donc, il ne faut pas tout réduire aux résultats qu'a présenté Chantal. Et il faut voir l'ensemble du travail. Et l'ensemble du travail, il dit une chose, et c'est le premier message du travail, c'est que contrairement à ce qu'on pense, un passage vers le 0 pesticide, c'est uniquement un changement de système technique et que souvent on se dit il faudrait que les agriculteurs changent de telle ou telle manière. La question, elle implique bien sûr un changement de système technique et des types d'innovations qui sont décrits dans les systèmes de protection des cultures en rupture, basés soit sur l'immunité, soit sur l'holobionte, et soit sur la dimension paysagère. Et il nécessite surtout une mobilisation de l'ensemble des acteurs alimentaires dans leur globalité. Donc, ce n'est pas seulement les consommateurs, c'est le secteur amont de l'agriculture, donc ça a été un petit peu évoqué. C'est aussi la collecte et la transformation des produits. Donc là, il y a une question, par exemple, par rapport aux biocides qui est traitée dans le deuxième scénario, le scénario 2, sur comment, parce que si on se passe de pesticides dans l'agriculture, mais si ensuite on réintroduit des insecticides ou des biocides divers pendant la transformation, on se retrouve quand même avec des produits alimentaires où il y a des résidus de pesticides chimiques, potentiellement. Et donc, la question, là, elle est élargie dans le scénario 2 à l'ensemble du système alimentaire, à l'ensemble des acteurs. Et puis après, il y a la distribution. Et la distribution, ce n'est pas seulement les régimes, c'est la relation au consommateur. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs qui vont faire que les consommateurs ils vont acheter des produits, ils vont chercher à acheter des produits issus d'une agriculture sans pesticides. Et dans le premier scénario, on dit, voilà, le marché se transforme de manière très générale et ça devient un standard, un espèce de standard mondial qui est accepté, qui nécessite en fait énormément de négociations à l'échelle internationale, puisqu'il faudrait que ça soit une espèce d'accord au sein de l'OMC qui institue ça. Dans le deuxième scénario, cette question du sans pesticide, elle est intégrée au fait que les consommateurs ils cherchent à avoir des produits sains, donc des produits sans pesticides,
Et donc, le sans pesticides répond aussi à cet objectif d'aller vers des aliments sains et donc un régime sain. Et dans le troisième scénario, on est plus sur un double objectif. C'est à la fois, ces produits sans pesticides, ils répondent à un objectif de dire on veut aller vers une alimentation saine, mais aussi, et donc là aussi avec un volet relocalisation, mais aussi on veut une alimentation qui préserve la biodiversité, les écosystèmes. Et là, donc on est sur l'objectif une seule santé. Et donc, c'est là la différence entre les trois scénarios. Elle est dans cette troisième partie. Elle est très forte. Elle est dans la chaîne de valeur. Et une des manières de traduire ces différences quand on fait les simulations, c'est effectivement de simuler trois régimes alimentaires différents. Dans le premier scénario, un régime alimentaire tendanciel, puisque bon, on n'a pas de raison de simuler autre chose. Dans le deuxième scénario, un régime alimentaire sain. Et dans le troisième, un régime alimentaire sain, mais qui a un impact réduit sur la biodiversité qu'a présenté Chantal. Merci. Alors, on va prendre une dernière question courte, réponse courte. Merci. On a évoqué beaucoup pendant ce séminaire la question des multi-performances. On a entendu dans l'intervention de M. Lefort aussi la nécessité pour l'AB de se refocaliser sur un de ses fondements initiaux qui était la connexion au sol. Et je suis un peu perturbé par le fait que dans les prospectives qui sont faites ici, il n'y a pas vraiment d'évaluation agronomique sur la durabilité des systèmes et la fertilité des systèmes sur du moyen long terme. Je trouve que ça manque un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Chantal. Chantal. Ouais, si tu veux commencer. Non, mais court. Court. Ben, moi, je vais vous renvoyer à la question, en fait. Hein. On a fait l'évaluation des rendements, enfin, des niveaux des rendements qu'on pouvait imaginer à 2050. On l'a fait avec un groupe d'experts, dont des experts de INRAE, voilà, enfin, des agronomes, etc. Et en fait, ils disent pas. Ils disent pas. Donc, on est obligé de se débrouiller tout seul. Et voilà, c'est ça la réponse. Donc, il y a des choses dans la littérature, mais c'est des choses qui correspondent pas forcément à ce qu'on cherche, mais on se dit, bon, on peut quand même peut-être un peu s'appuyer sur ça. Mais voilà, donc, moi, je veux bien, mais je suis économiste, donc c'est pas moi qui vais faire l'évaluation multiperformance d'un système de culture. Donc, si quelqu'un veut le faire, au contraire, je trouve que c'est super. Peut-être par rapport à cette idée d'évaluer les multiperformances d'un système de culture, là, on fait de la prospective, on a 2050, on a ce que je vous ai présenté, c'est essentiellement des stratégies de protection des cultures. Et il y a toujours un gap entre ces stratégies de protection des cultures et les systèmes de culture eux-mêmes. Donc, les systèmes de culture, ils ne sont pas totalement définis. En fait, ils sont plutôt définis par un ensemble de contraintes dans les scénarios. Et ce qu'on voit en gros, dans le scénario 1, la fertilité, on continue avec une fertilité plutôt, une fertilisation, disons, basée sur des engrais minéraux. Et dans les deux autres scénarios, pour des raisons différentes, on travaille sur des amendements organiques. Dans le deuxième scénario, c'est parce qu'on va chercher, en fait, on réduit la fertilisation parce qu'on cherche à renforcer les interactions entre les plantes, les racines des plantes et les micro-organismes des sols. Et on sait que des fortes fertilisations, ça réduit complètement ces interactions-là. Et dans le dernier scénario, on est plus sur un système, disons, classique. On essaie de se préoccuper de la santé du sol. Donc, la préoccupation des sols, elle est vraiment dans les deuxième et troisième scénarios, elle est très présente. Le troisième scénario ressemblant plus classiquement à un scénario d'agroécologie. Et donc, la réduction des fertilisants ou de la fertilisation chimique, c'est aussi un enjeu par rapport à la protection des cultures. Donc, voilà, c'est juste ça que je voulais souligner. Merci encore, Olivier et Chantal.